Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Alors on a donné le ton, hein, ça va être la corruption encore une fois malheureusement parce que l'actualité en Algérie c'est la corruption et cet épisode de l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, on va pas parler de la fin du film mais enfin on peut d'emblée dire aujourd'hui et résumer que la corruption est partout. La nouveauté en revanche, c'est que pour la première fois, si des ministres qui sont cités, ça ne nous étonne pas trop, mais la nouveauté, c'est que ce sont de hauts responsables de la direction des renseignements qui sont cités. Ça, c'est une première, à ma connaissance. C'est une première. Akram. Oui, tout à fait. Le fait que des généraux du DRS aient été cités dans l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, bon... même s'il y a suspicion, hein, même si c'est aussi les paroles d'un des accusés, mais cela tendrait à prouver qu'il y a au moins une connexion entre l'armée et les grands marchés publics. Et donc, ce qu'il faudrait penser, c'est que il y a un gros besoin de transparence dans la communication et aussi dans le fonctionnement des différents corps constitués vis-à-vis de l'état civil. Moi, je dois avouer que ça a été pour moi très pénible d'écrire un papier. Et pour une fois, c'est pénible. Quand je dis pénible, c'est pénible. Parce que essayer de trouver qu'est-ce qui fait tout ça. Comment dire tout ça en quelques mots. C'est vrai qu'on ne sait pas par quoi prendre. Et j'en reviens à... Il faut simplifier. Quand c'est tellement complexe, il faut simplifier. Pour moi, c'est quand les décisions sortent de leur cadre institutionnel, de leur cadre légal, c'est là que le dérapage arrive. Le type du DRS qui est là, à quel titre il accompagne des gens pour visiter les ministères, pour aller introduire des gens dans des ministères. Pourquoi ils arrêtent des gens dans des parkings la nuit, ils les mettent nus, ils les mettent au secret pendant 3 semaines. Ça suffirait pour la nullité de la procédure judiciaire, en fait, dans un état de droit. Donc tout ce monde-là est sorti de son rôle légal. Et voilà, c'est ça qui devient pour moi l'élément central. Ce que je voudrais ajouter, c'est que la sortie du cadre légal ne date pas d'aujourd'hui. On assiste seulement à une dégénérescence. Avant, c'était la sortie du cadre légal était permise à des cercles restreints. Maintenant, ça s'élargit à des niveaux inattendus. Ça va très loin. Et donc, c'est ce qui crée l'importance du système. C'est une importance généralisée et qui crée cette situation où le sentiment que tout est pourri, alors qu'on suis sûr que dans l'État algérien, il y a encore des gens honnêtes. Oui. Alors, au-delà des déclarations, parce qu'on va revenir quand même sur les déclarations que l'on a entendues, il y a des choses quand même incroyables qui ont été révélées lors de ces journées de procès. On en est au 5e aujourd'hui, à la 5e. Comment est-ce que vous avez, reçu ces informations? Parce que c'est bien de le rappeler, on parle de hauts responsables on parle de hauts responsables du renseignement. Est-ce que c'est de l'espionnage économique, comme on a dit? Est-ce que c'est de la corruption, des enquêtes de corruption comme le DRS on a fait jusque-là? Est-ce que c'est le problème qu'il y a au niveau du sérail et donc des confrontations que l'on voit aujourd'hui dans ce procès Algérie autoroute Est-Ouest entre la présidence et les services de renseignement? Dans tout ça, qu'est-ce que vous avez dit, comme vous? Parce que c'est vrai que c'est difficile d'expliquer la chose en une fois. Comme Serf a dit, il faut simplifier. Nous sommes dans un système où tout est organisé, où il y a à chaque fois, on met quelqu'un à un carrefour et qui au lieu d'être le facilitateur légal, c'est-à-dire c'est la loi qui dit les Chinois veulent travailler, ils doivent se mettre en conformité à la loi et on ne les empêche pas. Or, ces carrefours-là deviennent des sources de blocage où qu'il faut huiler. C'est ça qui fait que des chaînes Mjdoub existent. Ce sont des intermédiaires qui viennent intervenir pour faire marcher, pour appliquer la légalité. C'est ça le problème. Il y a aussi un autre phénomène.
on oublie l'affaire de l'autoroute, on revient à l'histoire de Sonatrach. Dans l'histoire de Sonatrach, il y avait quelqu'un qui s'appelait Rida Hamch, qui était le pouvoir réel mais informel à Sonatrach. Dans cette histoire, dans l'histoire de l'autoroute, j'ai lu les comptes rendus, et donc il y a quelqu'un dont les gens parlent d'une manière très curieuse. Il avait un pouvoir immense. Sahib al-Hal wal-Rabt, c'est lui qui décide de tout, tout passe par lui. Et qu'est-ce qu'il était? Tu parles de qui? Du général Khladi. De Khladi, oui. C'est lui le qui responsable de l'agence des autoroutes. C'est quoi son pouvoir? C'est un ancien militaire. C'est un militaire. C'est un copain à Amar Ghoul, l'ex-ministre des Travaux publics. Ensuite, on découvre que c'est quelqu'un qui a bénéficié d'un projet pour acquérir un bateau de pêche. Il y a 10 ans, quand Amar Ghoul était ministre de la Pêche. Et donc, il était déjà là. Il l'a ramené avec lui au ministère des Travaux publics. Tout ça est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire, on n'a presque pas besoin d'enquêter aujourd'hui pour savoir tout ça. Je ne suis pas d'accord quand même. Si. Moi, je suis journaliste, j'ai lu quand même les comptes rendus du procès, il y a quand même des versions contradictoires. Le rôle principal qui est le plus controversé, c'est le rôle du général Hassan, parce qu'il y a 3 officiers qui ont été cités. Général Hassan, donc on a 2 versions. Khladi dit que moi je suis parti l'avertir pour lui dire voilà, il y a une affaire de corruption. Donc qu'un haut gradé du DRS enquête sur la corruption, moi ça me rassure. C'est Aski réellement il a enquêté. Deuxième version, Chani Medjouk dit le contraire, dit que non, moi je suis parti parce qu'il y a une caisse noire du DRS. Mahna Djebbaran dit qu'il s'est trouvé dans les locaux lorsque Chani a été interrogé. Donc, est-ce qu'il y a eu torture ou pas? Si un haut grade du DRS doit interroger quelqu'un, est-ce que c'est illégal? Je ne sais pas. Ça serait peut-être illégal s'il y a eu des tortures. Donc, il y a beaucoup de faits contradictoires. Moi, je voulais juste me poser une question à laquelle j'aimerais bien... C'est qui le méchant dans l'histoire? Deuxièmement, est-ce qu'un juge algérien, dans le cadre actuel de la loi, peut convoquer un haut gradé de l'armée sans passer par un tribunal militaire? Que dit la loi algérienne réellement? Et deuxièmement, c'est pas vraiment clair parce qu'il faut vraiment une enquête très précise. Qui doit mener cette enquête? Est-ce que c'est des juges civils ou des juges militaires? Parce qu'il y a des versions complètement contradictoires. Si le DRS a enquêté, c'est sans droit. S'il y a eu des tortures, c'est pas sans droit. Miloud Brahimi a évoqué une fois cette question de procédure, qui enquête sur qui. Bon, c'est très complexe, c'est très long à évoquer, mais il faut admettre qu'en Algérie, il y a légalement une justice à double vitesse. Les ministres ne sont pas passibles devant un tribunal normal. Ils sont jugés à part. Donc ce n'est plus une justice normale. Il y a 2 vitesses. Le juge d'ailleurs l'a relevé. Ça c'est pour les ministres. Alors pour un général du DRS, c'est un autre monde. Mais la question est importante, qui est le juge? Qui est le juge? Est-ce qu'il peut passer par un tribunal civil? Non, bien sûr, il peut être convoqué comme témoin, mais il ne peut pas être jugé par un tribunal civil. Il n'empêche qu'il peut l'être par un tribunal militaire, et les 2 affaires peuvent être liées. Excusez-moi, ce que je trouve anormal dans l'énoncé, enfin, surtout autour des noms des personnes évoquées, c'est que si le général Hassan, qui était patron de la sécurité intérieure, était évoqué en bien ou en mal, c'est quelque part son droit parce que c'est son métier. Que M. Mahna Djebbar, qui était patron de la sécurité des armées, soit même évoqué dans cette affaire, c'est tout à fait anormal. Alors il n'aurait pas du tout dû être lié à ça. Ces hommes ne sont plus au pouvoir aujourd'hui. Ils ne sont plus. Quelle est leur situation? D'ailleurs, la question a été posée par un des avocats. Ils sont retraités. Ils sont retraités de l'armée. Mais toi, comment est-ce que tu comprends comment est-ce que tu analyses le fait que ces hommes ou ces responsables, ces hauts gradés aient été non, mais Saïd le disait tout à l'heure, il y a un souci structurel dans notre pays, c'est que l'économie réelle est parasitée par un système de surveillance formel et informel à la fois. Donc, qui est composé de gens. Vous avez aujourd'hui des officiers supérieurs dans toutes les administrations, toutes les entreprises publiques, et qui regardent de très près tous les marchés publics. Les hommes ne sont pas infaillibles. Certains peuvent être tentés par
X ou Y chose. Après tout, ce sont aussi des militaires, ils doivent obéir à une hiérarchie qui pourrait... Donc, le plus gros souci, c'est ce parasitage du système de marché public par la surveillance de la police, de l'armée et des différents corps de sécurité. Hassan, comment tu expliques, toi, que l'on retrouve des noms comme Général Hassan, que l'on retrouve Mahan Al-Jabbar C'est l'inverse qui aurait été surprenant. Ouais. Ah bon? Tout simplement. Enfin, nous avons passé une année dans le CP à expliquer qu'on était dans un état de sécuritaire de l'endroit où l'armée a un pouvoir exorbitant. C'est même un point sur lequel on n'est pas toujours tout à fait d'accord, parce que moi je considère que la présidence de la République a récupéré une grande partie de ce pouvoir, mais l'armée reste prégnante. Et donc dans un état, dans un écosystème qui mue, qui tourne, qui carbure à la corruption, pourquoi l'armée ne serait pas la première institution corrompue ? Alors qu'elle a le plus de pouvoir et que c'est elle qui se situe le plus en dehors du droit. Qui contrôle le budget de l'armée ? Est-ce que l'Assemblée nationale peut contrôler la façon dont l'armée dépense son budget ? Donc, s'il y a bien un domaine de l'impunité dans la passation des contrats, c'est bien celui de l'ANP. Et c'est pas nouveau. Et aujourd'hui, ça prend la mesure que ça prend. Ça prend la mesure d'un pays riche qui a peut-être suracheté, entre guillemets, qui s'est suréquipé, notre ami spécialiste Akram pourrait nous le dire, ces dernières années. Le premier poste d'importation, c'est l'armée. Le premier poste d'importation en Algérie, c'est l'armée. Par institution, c'est l'armée. Les gens ne le disent pas. Donc quand on arrive, la question en fait, qu'il y ait dans le cas de Augusta Westland, de l'achat de ces hélicoptères, une forte suspicion de rétrocommission, de commission au profit de gens en Algérie qui ont décidé de l'achat. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout. C'est de savoir que ce n'est qu'aujourd'hui que ça nous parvient. Ce qui m'étonne plus, et ce qui est aussi symptomatique de la situation, c'est que l'armée s'occupe aussi des contrats civils. L'affaire autoroute Est-Ouest. L'armée a été intervenue dans cette affaire-là pour dire « ou le païtaï ». Alors, pour des intérêts privés personnels ou pour l'intérêt de l'institution en tant que telle, peut-être que le procès de cette semaine va nous le dire. Enfin, j'ai pas beaucoup d'illusions, mais il faut juste noter, je termine sur ça, que lorsque Chani a été approché par le général Hassan via Khaladi qui dirigeait l'ANA, l'argument c'était CITIC, l'opérateur ou le coopérateur, parce que c'est CITIC CRCC, le coopérateur chinois est en train d'arroser en Algérie, il est en train d'arroser, donne des commissions. Il faut qu'il donne aussi une commission au DRS, c'est ce qui est dit dans le procès, pour que le DRS puisse constituer une caisse noire à l'étranger. Donc voilà l'argument qui a été trouvé. L'armée intervient aussi dans la passation des contrats dans le civil. Ça donne une idée assez piteuse du système de sécurité algérien, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il assure comme sécurité à ce pays. Ammar Ghoul, est-ce qu'il prend la mesure de tout ça avec ces éléments disponibles uniquement au tribunal, c'est 10% de la vérité peut-être. N'importe quel service étranger sérieux a de quoi faire chanter la moitié des membres du gouvernement algérien. N'oubliez pas que M. Mohamed Bjaoui, ministre des Affaires étrangères, est cité comme ayant pris tel pourcentage. C'est quoi cette diplomatie? C'est quoi cette diplomatie où le ministre des Affaires étrangères prend de l'argent? Voilà. En fait, pardonnez-moi de le dire, mais c'est le système qui a fait ça. Il est organisé de telle manière qu'à toutes les strates, le fonctionnaire qui est chargé de déplacer ce verre ne le donne pas sans être rétribué personnellement. Et on a ce système-là où, pour utiliser le terme d'autoroute, où on a des carrefours. Les carrefours, c'est des bureaucrates, qu'on peut être politique, policier, administratif, qui se sucrent et qui fait qu'une autoroute qui doit coûter 6 milliards revient à 13 milliards. Avant de revenir justement, parce qu'on va revenir sur les soupçons de corruption de la défense. Moi, je voudrais quand même vous poser une question à propos de ce procès. On dit que c'est un procès politique. Dans un procès politique, il y a aussi de la manipulation. Est-ce qu'on peut considérer que dans ces déclarations, il y en a aussi? À ce moment-là, c'est très difficile d'avoir... C'est pour ça qu'il faut vérifier. Moi, j'ai une question. D'avoir une idée précise. Hassan parle de l'armée, c'était la police judiciaire de DRS. À ma connaissance, à l'époque, durant les faits, dans Est-Ouest, la police judiciaire de DRS avait comme prérogative d'enquêter sur les affaires civiles. Elle a toujours. Ça reste quand même. Donc,
Est-ce que on voit, il y a des versions contradictoires. Que le général Hassan ait enquêté, c'est une chose. Qu'il ait touché des commissions, là, on en est encore au stade d'accusation. Moi, j'invite, encore une fois, est-ce que d'ailleurs, nous, les journalistes, est-ce qu'on peut... Non, il y a 2 accusations différentes. Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. Non, Khaled a accusé, mais Chani a dit le contraire. Donc, il y a quand même 2 versions complètement différentes. Moi, je me demande juste pourquoi les juges en place n'ont pas convoqué ces genre de personnes et ils s'expliquent. Là, on ne peut pas dire encore de manière affirmative que le général Hassan a touché quoi que ce soit. S'il a enquêté, c'est parfaitement son droit à l'époque. On est bien d'accord. Mais Anna Djeba, elle a été citée dans un local où il y avait un interrogatoire. À l'époque, la police judiciaire du DRS devait enquêter. Elle avait encore ses prérogatives. Maintenant, où en est-on au niveau des juges? Est-ce qu'on peut les convoquer aujourd'hui officiellement et les entendre? Est-ce qu'il y a cette possibilité, oui ou non? Oui, la question c'est... Ouais. Ça devrait être possible. La question c'est qu'est-ce que la justice va faire avec toute cette masse d'informations maintenant? On va boucler, on va avancer, on va faire des déclarations et puis ça s'arrête là, c'est ça. Parce que ce sont de hauts responsables de renseignement qui sont cités. On ne peut pas imaginer que ça reste comme ça. Moi, ce n'est pas un détail, c'est les accusations de torture qui sont centrales dans ce procès. C'est comment un procès peut se dérouler sur la base d'une instruction où les aveux ont été, du moins selon les accusés, on nous les a extorqués. Un type qui dit on m'a enlevé. Ce sont des choses inouïes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Chani Mejdou, pour son malheur ou pour son bonheur, c'est un citoyen luxembourgeois. Et cette affaire, il est en train d'acter de manière publique en Algérie que tout le procès est fondé sur des aveux qu'on lui a extorqués. Son avocat va épuiser, les avocats ils vont épuiser les voies de recours en Algérie en cas de condamnation, et après il ira ailleurs. C'est ça le fonctionnement absurde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un procès où, soi-disant, on va liquider le dossier, parce que le principe, c'est comme ça, on liquide les dossiers, mais ça entache l'image de l'Algérie, ça entache l'image de l'armée. Pour moi, c'est ça le plus choquant. C'est un procès qui est à charge contre l'État algérien. Oui. Ce n'est pas contre Chani Mejdou. Oui. On a parlé. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir avancer là-dessus parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Il nous reste quand même du temps pour revenir sur ces... Hassan, tout à l'heure, tu parlais des soupçons de corruption dans le domaine de la défense, et tu as cité l'affaire Augusta Westland, qui est une filiale du groupe public de défense Finmeccanica, des opérations, des perquisitions, des brigades italiennes ont été lancées justement dans plusieurs villes parce qu'on a parlé là encore de caisses noires, alimentées par de fausses factures pour obtenir des contrats. C'est entre 2009 et 2011. Alors, Akram, Secret d'Affaires, a eu cette information il y a un bout de temps. Est-ce que tu confirmes que pendant cette période, l'Algérie effectivement a acheté des hélicoptères? Non, c'est clair. L'Algérie, on a même reçu environ 74-75. L'opération a, dès le départ, éveillé les suspicions des gens qui connaissent un peu les marchés en Algérie. Le fait que... Dès le départ, quand tu dis dès le départ... Depuis le début des annonces de négociations, en 2007-2008, à cette époque-là, les experts voyaient d'un œil un petit peu suspicieux le fait que l'Algérie ait commandé autant d'hélicoptères. C'était combien le chiffre? C'était une centaine, et c'était surtout accompagné, ça aurait dû être accompagné d'une usine de montage qui n'a jamais existé. C'était dans l'accord? Ah oui. C'était dans l'accord, ça a même fait l'objet d'un reportage de l'ENTV avec une présentation virtuelle de l'usine de montage. Donc, je suis désolé, c'est acté, si ça passe à l'ENTV. Donc, à cette époque-là, il y a eu beaucoup de questionnements. Déjà, les appareils étaient un petit peu en inadéquation avec les priorités de l'armée. Donc, l'armée qui avait besoin de renouveler son parc d'hélicoptères, c'est toujours le cas, avait besoin d'investir le désert, parce que l'Algérie redécouvrait sa géographie avec tous les challenges qu'on a sur nos frontières. Et oui, l'ANP a découvert que la carte n'était pas le territoire. C'était deux choses différentes.
Et donc, à cette époque-là, le besoin était d'acquérir des hélicoptères pour transporter simplement et très rapidement des troupes partout en Algérie. Les commandes d'hélicoptères Agusta, qui sont d'excellente qualité, que c'est un petit peu les Rolls-Royce de l'air, étaient en inadéquation parce que c'est des équipements qui sont très très fragiles. D'ailleurs, depuis le début de la réception de ces hélicoptères, ni la gendarmerie, ni la marine, la marine on comprend, ni l'armée n'ont utilisé ces hélicoptères dans le désert. La protection civile, puisqu'on avait parlé de la protection Aussi, il n'y a jamais eu d'utilisation dans le désert. C'est là où on a le plus... Je crois que le danger vient du désert, hein, il me semble. Et donc dans l'ordre des priorités du rééquipement, enfin ça c'est ma vision, il aurait fallu commander des hélicoptères d'attaque, justement pour traiter le terrorisme sur place et non pas emmener des troupes qui risqueraient de se faire tuer. Et des hélicoptères robustes pour le transport, ça n'a pas été fait. La quantité énorme d'hélicoptères qui a été commandée, une centaine pratiquement, a fait que... Les Italiens ne se sont pas basés sur ça pour la suspicion quand même. Ah, du tout. C'est plus concret. C'est tellement concret que le responsable et les responsables de l'époque qui avaient négocié le deal avec l'Algérie sont actuellement en prison. Bien sûr, pour une autre affaire en Inde. Avec l'Inde, ouais. Et une affaire vraiment moindre. Moindre. Ouais. Et Giuseppe 12 Orsi. hélicoptères pour l'Inde. Exactement. 12. Giuseppe Orsi, l'ex-PDG d'Agusta Westland, est actuellement en prison. Il a écopé de 2 ans de prison pour corruption et constitution de caisse noire prouvée. Il est en prison depuis quand C'est lui qui a négocié. Depuis 2013. Depuis 2013. Donc c'est lui qui a négocié pendant cette période avec dans le contrat d'Algérie, on va dire. Ouais. Bon, si on peut comprendre la démarche italienne quand il s'agit de rétrocession, parce que finalement c'est ça de commission, c'est ça qui intéresse les Italiens. C'est le retour des pots de vin. Oui. En Italie. En revanche, chez nous, la traçabilité c'est difficile. Quand on parle de l'armée, on parle de la défense et on parle du budget énorme du ministère de la Défense. Après, pour essayer d'enquêter, pour en savoir un petit peu plus, comment est-ce que ça se passe justement Avec ce qu'il dit, écoute, on ne se rend pas compte qu'avec ce qu'il dit, c'est toute la théorie des achats massifs et tout le discours de l'armée sur la sécurisation du pays qui est en train de tomber à l'eau. On se rend compte que c'est très grave ce qu'il dit. Tout ça, l'armée a tout un discours et on découvre que c'est du pipeau. Ça ne tient pas la route. Mais le discours, excusez-moi, le discours de l'armée... C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Le discours de l'armée obéit aussi à une mentalité. Il ne faut pas oublier que la mentalité des cadres dirigeants de l'armée est une mentalité pratiquement soviétique. Donc, qui a une vision centrée vers non pas l'humain, mais vers la quantité d'humains. Donc, un hélicoptère, quelle que soit sa force de levier sur un champ de bataille, ne sera jamais vu comme 10 000 hommes déployés. Et donc, l'état-major voit encore l'armée en termes d'effectifs, de déploiement et d'hommes, ce qui est une vision totalement surannée. Donc, c'est vrai. En fait, ce que vous ne dites pas, ce que vous ne me faites pas dire, c'est que... c'est que ça pose un problème de sécurité nationale. Ouais. Bien sûr. Vous ne me le faites pas dire, je le dis. Il vient de le dire quand même. Non, je ne l'ai pas dit, c'est lui. Je peux le dire. Mais oui, c'est vrai qu'il est allé vers la sécurité, il a raison. Mais à propos des marchés, comment est-ce qu'on procède? Si pour l'autoroute Est-Ouest, pour les autres affaires, on a un médiateur, on a des gens qui interviennent, comment ça se passe pour l'armée? Et je vais vous répondre en 2 parties. Je vais déjà dire une chose qui va peut-être vous choquer. Non, l'armée algérienne n'est pas une armée corrompue. Ce n'est pas une armée de république bananière non plus. Et il y a des systèmes pour prévenir la corruption à tous les échelons des marchés publics, enfin des marchés militaires. C'est très très bien organisé. Il y a une commission qui s'appelle la CMM, Commission ministérielle des marchés, qui est très très bien organisée, dont les membres viennent de différents services, qui prennent des avis techniques pointus, dont les membres changent continuellement et qui est quasiment impossible à
à casser ou à corrompre. Et qui n'obéit pas individuellement à une hiérarchie unique. Donc ce n'est pas centralisé. Je ne vous apprends pas que l'armée monolithique qu'elle soit, l'armée algérienne reste une armée très très démocratique. Je sais que je vais vous choquer. On entend un mais derrière. Oui, mais... Laissez terminer. Non, l'armée algérienne est une armée démocratique. Gaïd Salah peut décider de l'envoi de troupes sur Mars. Si c'est N-1 considère que ce n'est pas faisable, ça ne se fera pas. Il faudrait que le public le sache. Il est en train de nous dire que Gaïd Salah n'a pas tout le pouvoir. Ce que je suis en train de dire, et j'ai nommé Gaïd Salah, j'ai nommé la fonction de Gaïd Salah parce que chef d'état-major était un peu trop long. Pour dire que la structure est très 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 démocratique. Alors ça pose un problème technique très très compliqué pour les fournisseurs de l'ANP, d'identifier quel est le niveau qu'il faut arroser pour faire passer sa marchandise. Alors en deux mots, le changement de modèle. Moi je me rappelle la dernière fois où il y a eu une grosse affaire de corruption qui impliquait l'armée. C'était au tournant des années 90, Saïd Jafar, tu t'en souviens peut-être, c'était l'affaire Ammar Yahya, l'homme d'affaires libyen, qui a traité pour les Italiens, des fournisseurs italiens, et le nom de l'ex-général Belkher était impliqué dans la presse internationale, comme ayant touché des commissions pour permettre de fournir entre autres l'armée algérienne en équipement. À l'époque, c'était aussi des travaux publics. C'était des marchés de travaux publics pour un port militaire. On savait, on connaissait qui était le donneur d'ordre dans la partie algérienne. De ce que dit Akram aujourd'hui, c'est plus difficile à identifier, le donneur d'ordre. C'est très très difficile. D'autant plus que généralement la corruption la corruption. Là, tu l'as coupé, disait quelque chose sur la manière dont c'est organisé, et donc on attendait le mais. Comment ça se fait? Comment les Italiens ont trouvé le bouton sur lequel il fallait appuyer. La faille se trouve en amont, bien avant d'arriver à la commission ministérielle. La faille provient de la demande de l'armée. Si l'armée demande, si un service de l'armée demande tel équipement, même s'il va vers l'appel d'offres international, ça se fera par appel d'offres restreint, donc en contactant quelques entreprises, et ça se fera aussi sur la base d'un cahier des charges qui parfois peut être taillé sur mesure pour le fournisseur. Et donc c'est là où la faille se trouve. Seconde chose, le fonctionnement même de la diplomatie algérienne et de la diplomatie militaire algérienne, donc la présence d'attachés militaires et la présence de bureaux du DRS à l'étranger, n'est pas très effective, parce que leur rôle n'est pas d'accompagner les délégations militaires algériennes à l'étranger. Le rôle est d'identifier les meilleurs fournisseurs potentiels et de transmettre leurs coordonnées et un aperçu sur leurs produits à l'état-major. Et ça, toute cette diplomatie militaire est défaillante aujourd'hui. Elle est très très peu active. Ça fait que l'armée algérienne fait appel aux grands clients qui sont connus. Les grands clients ont une capacité de corruption qui est connue, bien tout à fait. Et les grands clients sont généralement, les grands fournisseurs, sont généralement très chers. Ils sont chers parce qu'ils ont des coûts de R&D énormes, et que comme le métier de l'armement est un métier qui cache, qui fait du closing après 10-20 ans, c'est normal que les prix explosent. Et donc voilà. Alors voilà, merci de nous retrouver. Vous êtes toujours sur Radio M. On est autour de ce café presse, et cette fois on va parler de la liberté de la presse du 3 mai. On ne sera pas là, je vous rassure, on ne sera pas là dimanche. C'est dimanche le 3 mai parce que l'émission est jeudi, donc on a anticipé aujourd'hui pour parler de la liberté de la presse.
Et tout simplement pour revenir un peu sur les acquis et sur ce qui reste à faire. Alors si l'on devait encore une fois donner des exemples ou expliquer que la liberté de la presse, c'est une grande supercherie. Voilà, ce qui vient de se passer avec Abdou Samar et notamment à Al Jazairiya. Weekend nous explique un petit peu combien c'est difficile de faire ce métier aujourd'hui. Al Jazeera, juste pour rappel quand même, tu co-animais une émission sur Al Jazeera Weekend avec d'autres journalistes. Vous êtes revenu, c'est une émission sur l'information, une émission satirique. C'est une émission satirique. On a voulu mélanger le divertissement à l'information sérieuse, vu qu'il y avait des thématiques lourdes qu'on ne pouvait pas aborder à la télévision. Et parmi ces thématiques-là, comme par hasard, il y a l'armée. Dès qu'on a voulu commencer notre émission, la direction de la chaîne a été très précise. Elle nous a dit, écoutez, on voit ce que tu écris sur Facebook, on voit ce que vous faites sur les réseaux sociaux sur Internet. À la télé, c'est pas possible. Ne parlez jamais de la santé de Bouteflika, ne parlez jamais de l'armée. Donc on s'est dit, comment on peut parler de l'armée et de Bouteflika sans parler directement? Donc nous, on a inventé les comédies et les chansons. On avait la troupe d'El Mouja, de Mustaranam, dans Nasser Soudani Moulhaïk. Donc je salue, donc c'est des comédiens et à qui ils se sont associés avec nous. Alors on leur a dit, nous on est journalistes, on peut pas parler de ça, sinon on ira en prison ou la chaîne va fermer. Vous, on peut faire comment? On va faire de la comédie. Donc on a inventé des clips, genre Le Gardien, on a fait une comédie sur le football, Le Gardien est toujours éternel, il est en son 4e mandat, etc. Et il y a eu ensuite, on parlait comme ça. Et il y a eu ensuite Alger, Paris, une histoire passionnelle. Il y a eu ensuite le vendredi 17 avril dernier, où voilà, je prépare ma chronique, je pars voir Mostafa Kissassi, qui est l'animateur, qui est le producteur, rédacteur en chef de l'émission, et je l'ai averti, je lui ai dit, Mostafa, voilà, j'ai écrit une série d'articles sur mon site Algérie Focus sur ce livre, dont je me suis procuré quand j'étais à Paris, j'ai rencontré les auteurs, je les ai interviewés, et moi, ils m'ont donné des informations que j'estime tellement dangereuses et délicates qu'absolument, on doit informer nos citoyens. Je ne vous cache pas que je savais qu'on allait avoir des problèmes. Je vais vous raconter quelques confessions parce que là je suis entre amis. Avant le début de l'émission, Karim Kardash, directeur de l'émission de cette télévision, que je n'aime plus pour des raisons que je vais expliquer plus tard, a expliqué à Mostafa Kissassi, il a averti, il lui a dit, écoute, dis à Abdou de ne pas parler de ce livre. Il a lu ma chronique précédente où j'ai parlé du Faubourg Saint-Honoré. J'ai fait une chronique sur le Faubourg Saint-Honoré avec la rue Tanger. Donc j'ai dit que c'est pas normal. Mostafa Kissassi m'a défendu. Il a dit au directeur de la chaîne, non, c'est un livre qui est paru, tout le monde est en train de le lire, il y a des gens qui l'ont piraté, il est en téléchargement, d'ailleurs sur les réseaux sociaux il a fait le buzz, son téléchargement, on va en parler de manière correcte. J'ai fait ma chronique, j'en parle de manière très correcte, donc j'estime correct, c'est-à-dire j'ai pris les informations, j'ai donné des adresses, j'ai donné des lieux, des chiffres, et il y a eu l'épisode de la fille de M. Sellel, qui s'appelle Lim Sellel, où je donne son appartement, où est-ce qu'elle habite, et j'ai donné des détails sur le prix de son canapé, le canapé de son appartement, et le prix de son plasma. Bon, il y avait des députés à côté de nous, il y avait même un député du pouvoir, d'un parti qui soutient sur le plateau, le fameux Bedoui, qui s'est illustré par des propos très intéressants sur les femmes du Parlement, et un autre député du MSP, et on a fait un débat. Juste après l'émission, bon, il y a eu le buzz sur les réseaux sociaux parce que apparemment, ça reste à vérifier, aucune télé n'en a parlé comme nous on en a parlé, avec les faits, etc. Et au lendemain, Karim Kardash est convoqué. Et il y a eu le fameux communiqué de la commission de Meloud Cherfi où nous sommes accusés, nous, les notre émission, d'atteinte au symbole de l'État, de dérives répétitives. La chaîne ou vous? Non, l'émission, c'est l'émission. Il faut bien lire le communiqué. Le communiqué pointe du doigt l'émission Week-end de la chaîne. Il ne pointe pas la chaîne. Il pointe exactement l'émission Week-end, atteinte au symbole de l'État, persiflage et sarcasme aux responsables. Alors moi, ma famille, etc., ils m'ont tous dit, est-ce que tu es devenu terroriste? Est-ce que tu es devenu mortal? Parce que atteinte au symbole de l'État, c'est quand même la charge lourde. Alors qu'on s'est appuyé uniquement sur un livre. Contre ce livre-là, je rappelle, ni l'État algérien, ni les ministres algériens, ni Bouchoueleb confirme dans ce livre qu'il a une résidence, qu'il a des biens. Là, sa phrase, elle est là. Sellel, il a été contacté. Moi-même, j'ai contacté le Premier ministère avant de l'émission. Personne ne m'a répondu. Ils n'ont jamais déposé plainte en France. Ils n'ont jamais fait un communiqué. Quand par hasard, et là, je le confirme, ce que je dis a été prouvé parce que le directeur de la chaîne parle à Mostafa Kissassi. Il lui dit, voilà, j'ai reçu des appels. Sellel a appelé. Hamid a appelé, j'étais convoqué chez Meloud Cherfi, on m'a lessivé.
Le terme, il l'a dit lui-même. Je sais que Karim Khaldash ne veut pas assumer. Je comprends qu'il veut préserver ses emplois et sa chaîne. C'est totalement son droit, c'est des investissements. Par contre, mentir et se retourner contre ces journalistes et faire un communiqué comme ça a été fait cette semaine pour dire que c'est nous qui avons arrêté cette émission, c'est pas de censure, c'est du mensonge. Et franchement, c'est de l'irresponsabilité. La direction s'est retournée contre vous. Elle s'est retournée contre nous. Elle a fait un communiqué qui est paru uniquement sur sa page Facebook. Ils n'ont même pas fait de conférence de presse, ce qui dénote du sérieux. Je comprends qu'ils aient paniqué, etc. Il y a eu, donc, Karim Khaldash a été rappelé à l'ordre. On lui a rappelé le scénario de l'Atlas TV, qui a été fermé, je rappelle, en 2014. Encore une fois, que la chaîne veut préserver ses emplois. Nous-mêmes, face à ce diktat, juste après, on a fait une proposition. Ils nous ont dit ceci. Et je pèse ces mots, et Mustafa Kissassi est là, il peut en témoigner. Karim Khaldash, Milo Tcherfi a dit à Karim Khaldash, lui a dit enlevez Abdou Semar et changez le contenu et la forme de votre émission. Vous ne faites plus de la satire contre les hauts responsables. Ils ne le veulent plus. Mustafa Kissassi a refusé, il lui a dit moi je n'enlève pas un chroniqueur. Demain ce sera Abdou, après-demain ce sera Marwan, après ce sera moi et on terminera. Moi je suis jaloux de ma liberté, on la garde comme ça. Il y a eu 2 jours de réflexion, la chaîne n'a pas voulu réagir, on a riposté avec une contre-proposition, on leur a dit on fait une dernière émission, on l'a fait comme on veut nous, et on annonce à la fin qu'on arrête parce qu'on ne peut plus continuer. On ne peut pas faire son travail de journaliste lorsque nous sommes accusés d'atteindre au symbole de l'État, lorsqu'on se fait passer pour des terroristes. Je trouve ça déplorable. On voulait parler de la liberté de la presse et qu'on est retombé sur quoi ? Sur la corruption. Sur la corruption. Ouais. Oui, c'est une forme de corruption. La liberté de la presse, c'est l'occasion d'en parler. Voilà, aujourd'hui, la question et la grande question, c'est comment la presse doit riposter ? Et à travers quel instrument ? Est-ce que je peux faire le rabat-joie ? Vous permettez que je fasse le rabat-joie ? Voilà. On a des télévisions qui existent par une entourloupe par la loi. Le pouvoir, c'est-à-dire les autorités, ont fait de l'ingénierie de combine pour donner à des télévisions un statut de correspondant étranger. Et je ne vous informe pas, le statut de correspondant étranger est un pouvoir régalien dans tous les pays. Même dans les pays démocratiques, même si c'est facile, mais c'est un pouvoir régalien. Donc on a tout dans un système en Algérie, l'État algérien a contourné la loi. Il permet à des télévisions d'exister en ayant un statut étranger avec le message implicite. Vous êtes des nôtres, vous fonctionnez avec nous. Donc à ce moment-là, c'est normal. Ce sont des télés fragiles et à tout moment, n'importe quel responsable au sein de l'État peut leur dire arrêtez les frais, on vous a permis d'exister. La loi ne vous permet pas d'exister. C'est ça qu'il faut rappeler. Ce sont des télés qui n'existent pas par la loi. Ils n'existent que par le bon vouloir du pouvoir. Oui. Ce que je peux dire aussi qui va dans le même sens, c'est que dans ce type de situation, il n'y a pas de solution. Comment être solidaire avec une télé informelle qui est commandée, ou qui est, la régulation est assurée par Milo Tcherfi, qui est dans une institution informelle. L'autorité de régulation. Qui n'a pas été complétée. Et le tout fonctionnant dans un monde informel. C'est un peu gênant. Il faut simplifier tout ça. Il faut que ces télés deviennent des télés algériennes qui obéissent à la loi algérienne, avec des institutions algériennes transparentes qui les régulent. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça le problème. Devrait être tellement simple. On fait quoi ? On accepte ces atteintes. Avant ça, le problème n'est pas là parce que même. En attendant, celui qui a créé cette télé le premier jour a accepté de signer un deal avec l'officier traitant du DRS. Point. C'est pas vrai. On peut pas dire ça. Je pense qu'on est très mal placé. Non, on peut pas dire ça. Tu m'as contredit plusieurs fois. Là, je peux pas laisser marcher. Quand tu ne peux pas créer une télé à Alger, que tu l'as créée à Amman, et qu'avant d'aller à Amman, tu vas voir le type du DRS qui te dit « Ok, vas-y », tu ne me dis pas que tu n'as pas signé un deal. Je suis désolé. Tu es sur Radio AM. Tu es sur Radio AM. Tu parles sur une radio qui est dans la même situation que les télés desquelles tu parles. Je vais dire pourquoi. En termes. Tu es. Alors, je peux pousser là. Tu es dans une situation
de clandestins que tu assumes. Les télévisions algériennes, Hadou, ne sont pas dans la clandestinité. Ils vont chez Sellal, ils vont chez le ministre, ils vont partout. On a une télévision nationale ou des télévisions nationales qui sont dans la loi, des radios qui sont dans la loi, et pourtant le problème de la liberté de la presse est posé. C'est la question de la liberté de la presse qui est posée. Comment riposter? Je pense que ces C'est ça la question. sont très utiles. Effectivement, ça rappelle que nous sommes dans un contexte, dans une situation qui marche sur la tête. C'est très important de le rappeler. C'est-à-dire que il y a, en fait, il n'y a pas eu de nouvelles conquêtes de la presse. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les dernières conquêtes que la presse algérienne a fait, ce sont des conquêtes qui se sont faites sur le sang des jeunes d'octobre 88. Oui. Ce sont ça les dernières conquêtes, accompagnées par le MJA, le mouvement des journalistes algériens, qui a donné un sens à cette démarche de conquête des libertés. Mais au-delà, nous avons fait que tenter de défendre ces acquis-là, plus ou moins bien, en fonction des situations. Autour de cette table, nous sommes d'accord sur des prérequis, des préalables. La liberté de la presse, l'envie de faire des journaux, la liberté de faire des journaux, des télés, c'est acquis. Ça, on ne le discute pas. On va plus loin. Et moi, j'essaie d'expliquer un mécanisme. Comment ça se passe dans ces situations-là? Ce n'est pas des reproches, il faut qu'on soit très clair. Pour avancer là-dessus, excuse-moi, Saïd. Juste ajouter ça. On ne donne pas le statut de correspondant étranger à n'importe qui. Ça, c'est si moi, je veux faire une télévision, je sais que je ne l'aurai pas. Je ne serai pas un correspondant étranger qui montrait la télévision. Donc, on a déjà une sélection qui s'opère, des gens qui s'installent avec des télévisions, un offshore, à qui on donne de l'avance. On donne de l'avance non seulement sur les autres, mais sur la loi. On ne peut pas dire à ce moment-là que le pouvoir n'a pas donné quelque chose à ces gens-là. Il leur a concédé quelque chose. La question, il faut avancer. C'est le dernier point. Ce que j'ai envie de dire à ces correspondants étrangers, laissez tomber, faites des télés algériennes, créez des boîtes, créez des entreprises de production et faites des télés pirates. Comme c'est Full Média, c'est une boîte algérienne. Non, laissez-moi terminer. Mais le directeur est correspondant d'une boîte. Il y a ce statut. Et moi, ce que je dis, je veux faire l'éloge de Qadi Ihsan. Faites comme Qadi Ihsan. Une société de droit algérien qui a envie de faire. Ce sont des sociétés de droit. Une phrase bien limpide ou classe. Une société de droit algérien qui fait un travail public et transparent. S'ils veulent l'arrêter parce que c'est illégal, ils n'ont qu'à le faire. Point.